Je m'appelle Sophia, j'ai 23 ans et je suis la fille unique de parents autoritaires. Ce soir-là, lorsque mes dents ont craqué sous le coup de poing de mon père pour m'être défendu, ma mère a juste souri faiblement et m'a dit: c'est ce qu'on mérite quand on est inutile. Mon père se tenait au-dessus de moi, découvrant les dents et marmonnant: peut-être que maintenant tu apprendras à te taire et à ne pas causer d'ennui. Malgré la douleur, j'ai souri. Il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Si vous regardez, dites-moi d'où vous venez dans les commentaires. Aimez et abonnez-vous. Mon histoire pourrait sauver la vie de quelqu'un. De l'extérieur, nous formions une famille idéale, vivant dans un quartier agréable près de Boston. Notre maison coloniale à 2 étages, avec sa pelouse impeccable et sa palissade blanche, aurait pu figurer sur une carte postale. Mon père, Frank Thompson, était un avocat réputé dans un cabinet prestigieux de la ville. Tout le monde le respectait. Il faisait régulièrement des dons à des œuvres caritatives, sponsorisait des équipes sportives locales et avait un mot gentil lors des réunions communautaires. Ma mère, Eleanor Thompson, était organisatrice d'événements et organisait des collectes de fonds et des fêtes pour la haute société. Elle était toujours impeccablement coiffée, avec des cheveux blonds impeccables, des vêtements de créateur et un maquillage impeccable. Il projetait une image de réussite et de bonheur que tout le monde recherchait. Mais les apparences sont parfois trompeuses. L'image de la vie de famille parfaite que nous présentions au monde était une façade soigneusement construite. J'ai la chance d'avoir quelques précieux souvenirs disséminés tout au long de mon enfance. Mon 10e anniversaire a été l'un de ces rares jours parfaits. Mon père était rarement aussi joyeux, probablement parce qu'il avait gagné un gros procès et que ma mère avait pris ses médicaments toute la semaine. Ils avaient loué un petit zoo dans le jardin et invité tous mes camarades de classe à y participer. L'espace d'une seule journée, je me suis sentie comme une enfant normale avec des parents aimants. Papa m'a même serré dans ses bras, un événement rare que je peux compter sur les doigts de la main. Un autre souvenir précieux, les seules vacances à la plage que j'ai prises à 12 ans. Nous avons passé une semaine à Cape Cod, et pendant 7 jours, la pression et le stress ont semblé se dissiper dans l'air marin salé. Papa avait laissé son téléphone professionnel dans la chambre d'hôtel, maman souriait sincèrement au lieu des habituels sourires artificiels. Chaque matin, je ramassais des coquillages, et papa et moi construisions un château de sable élaboré qui résistait aux vagues pendant 2 jours. Je gardais une coquille Saint-Jacques dorée dans le tiroir de mon bureau pour me rappeler que la vie pouvait être différente. À l'école, j'avais toujours d'excellentes notes. Il le fallait. Sans cela, j'aurais eu des conséquences désastreuses que j'essayais d'éviter à tout prix. Mais ma passion était l'écriture. Je tenais un journal rempli d'histoires, de poèmes et de rêves d'autres vies. J'écrivais sur des contrées lointaines que je visiterais un jour, imaginant des personnages assez courageux pour se défendre. Mes professeurs d'anglais vantaient toujours mon travail, mais je ne le montrais jamais à mes parents. Mon instinct me disait que cela serait perçu comme une menace, le signe que j'avais des pensées et des rêves hors de leur contrôle. Je rêvais d'aller à l'université loin de chez moi. L'université de New York était mon premier choix en raison de son prestigieux programme de journalisme et de sa situation à des centaines de kilomètres de Boston. Je m'imaginais déambuler dans Greenwich Village, me fondant dans la foule, devenant anonyme, enfin libre d'être qui je voulais être. Je cherchais secrètement des bourses à la bibliothèque de l'école, sachant que mon père ne financerait jamais mon évasion. Olivia Bennett, ma seule amie qui connaissait ma vie de famille, était mon roc. Nous nous connaissions depuis la 5e, lorsqu'elle avait changé d'école, avant que j'apprenne à cacher mes erreurs. Elle m'avait surprise en train de pleurer dans la salle de bain un jour où mon père avait jeté ma collection d'art, la pensant inutile. Olivia n'insistait pas pour avoir des détails, je n'étais pas prête à en parler, mais son soutien discret me maintenait les pieds sur terre. Nous dormions chez elle dès que possible,
Ces petits moments de normalité me rappelant ce qu'était une vraie famille. Ses parents étaient gentils, doux et se disputaient avec respect, sans jamais crier ni frapper comme les miens. Ce contraste saisissant me fit d'autant plus prendre conscience de ma douleur. Ma professeure d'anglais de première, Madame Harrison, fut la première adulte à remarquer dans mes écrits quelque chose qui reflétait une sombre vérité. Après avoir lu mon devoir d'écriture romancée, elle m'a invité à rester après le cours. « Tu as un talent incroyable, Sophia », a-t-elle dit, le regard rempli d'inquiétude. L'émotion dans ton écriture est si réelle. Tu sais que tu peux me parler si tu en as besoin? J'ai hoché la tête sans rien dire, pas prête à révéler la vérité. Cette prise de conscience a semé en moi l'espoir que les mots pouvaient être une échappatoire. J'ai appris à me forger une façade publique qui ne trahissait pas ma souffrance intime. Je souriais au bon moment, participais juste assez à des activités extrascolaires, gardais une distance de sécurité pour ne pas susciter de soupçons, mais sans trop m'approcher. J'étais amicale, mais pas intime avec la plupart de mes camarades. J'ai pris l'habitude d'assister aux événements scolaires et de m'excuser en avance avec des excuses polies. Je suis devenue invisible de la manière la plus ostentatoire possible, me fondant dans la foule. Mon esprit tissait des rêves complexes de liberté, imaginant sortir à 18 ans sans jamais me retourner. Je rêvais d'un petit appartement animé où les voisins ne connaîtraient pas mon nom et ne se soucieraient pas de mes allées et venues. Un endroit où je pouvais parler sans peser le pour et le contre, rire sans peur, être moi-même sans avoir à écouter l'atmosphère qui m'entourait. La réalité était plus complexe. Même si je rêvais d'évasion, je comprenais les chaînes invisibles qui me retenaient dans cette maison. La dépendance financière, une peur innée et le murmure obsédant que mes parents avaient peut-être raison à mon sujet. Peut-être étais-je ingrat. Peut-être méritais-je les coups. Peut-être était-ce pire dehors. Mais l'espoir est la chose la plus durable, il grandit dans les endroits les plus sombres, alimenté par de petites lueurs. Et j'ai protégé cette petite flamme avec acharnement contre chaque vent violent qui faillit l'éteindre. Un jour, je serai libre. Le premier signe que ma maison n'était pas comme les autres est apparu à 14 ans. J'avais toujours ressenti la différence, la tension toxique qui planait sur la maison, mais ce jour-là a été un tournant. J'ai ramené mon bulletin scolaire, nerveux mais discrètement fier. Que des A, sauf en biologie, qui était un B+. Le professeur était dur, et la plupart des autres élèves avaient des notes plus basses. Je pensais que mes parents seraient contents, ou du moins pas fâchés. Trouvant mon père dans le bureau, assis parmi des papiers juridiques, je lui ai tendu le bulletin scolaire en tremblant et j'ai scruté son visage. Il l'a examiné attentivement, les larmes coulant sur son visage lorsqu'il s'est arrêté à la note de B+. Soudain, il m'a giflé, me faisant reculer. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-il crié en agitant le bulletin devant moi. « Tu crois que la médiocrité est acceptable ici? Les Thompson ne se contentent jamais de la moyenne. » Ma mère est apparue dans l'embrasure de la porte, entendant le vacarme. Elle ne m'a pas défendu, se contentant de secouer la tête. « Tu dois faire plus d'efforts, Sophia, » a-t-elle dit froidement. « Ne me déçois pas. » Cette nuit-là, j'ai pleuré en silence dans mon oreiller, en veillant à ne pas faire de bruit. La douleur ne venait pas des blessures physiques, mais de la prise de conscience que ma mère ne me protégerait pas. Je savais que j'étais complètement seule chez moi. Le contrôle s'est intensifié après cela. Mon père a commencé à consulter mon téléphone régulièrement, à lire mes messages, à écouter mes appels. Il a installé un logiciel de contrôle parental pour connaître tous les sites web que je consultais. Le couvre-feu était immuable, 18 heures en semaine, 20 heures le week-end, sans exception. Il censurait mes amis, interdisant l'accès à quiconque lui semblait indigne ou à sa famille. Un moment embarrassant s'est produit alors que j'étudiais en groupe chez Olivia.
Nous étions 5 assis autour d'une table couverte de livres et de nappes. Soudain, mon père est apparu à la porte, suivant mon téléphone, ignorant les signaux sociaux et me disant de rentrer immédiatement. Mes camarades m'ont regardé en silence, le visage brûlant de honte. Je t'ai dit de demander la permission avant de faire quoi que ce soit, a-t-il dit dans la voiture. Les groupes d'études, c'est juste pour les ragots et les pertes de temps. Papa, j'essaie d'étudier. Mademoiselle Peterson m'a donné un projet de groupe, ai-je expliqué. Ne discute pas, a-t-il rétorqué. Tes notes sont ta responsabilité. Ne parle ni de groupe ni de camarades. Tu étudieras à la maison, où je pourrai vérifier. Cette nuit-là, j'ai commencé un journal intime. J'ai pris mes cahiers de l'école et j'ai décroché le plan de ma chambre pour les cacher. Cette page était la seule amie avec laquelle je pouvais être totalement honnête. J'y ai écrit tout ce que je ne pouvais pas dire, ma douleur, mes peurs, les injustices, grandes et petites. Le journal est devenu un ancrage mental connu de moi seul. J'y ai raconté des histoires de règles injustes, des rêves d'évasion et chaque détail des coups de plus en plus violents. Je suis devenue experte en mensonges, inventant des histoires pour expliquer mes bleus et mes absences fréquentes. J'ai appris à faire semblant de sourire lorsque je refusais d'aller aux anniversaires en invoquant des raisons familiales, alors qu'en réalité je ne faisais qu'obéir aux ordres de mon père de rester à la maison. Je savais comment couvrir mes manches longues en été et me maquiller pour cacher mes apparences occasionnelles. Je jouais si bien le rôle d'une fille normale que je me croyais parfois réelle. Une nuit, je me suis réveillée au son d'une dispute dans la chambre de mes parents et j'ai entendu ma mère sangloter, a dit mon père d'une voix basse et menaçante. Confirmant la gifle, les larmes de ma mère devinrent encore plus étouffées. À cet instant, je savais que ma mère était non seulement impuissante, mais aussi victime. Cela ne l'excusait pas de m'avoir encouragée, voire maltraitée par moments. Mais cela m'aidait à mieux la comprendre. Elle était piégée à sa manière. Ce constat a accru ma peur. Si ma mère, une adulte avec plus de possibilités que moi, ne pouvait s'échapper, quel espoir avais-je? Pour la première fois, j'ai pensé à m'enfuir. J'ai cherché des refuges pour sans-abri en ligne sur l'ordinateur de l'école, au cas où on me découvrirait. Mais la réalité était trop terrible. Je n'avais pas d'argent, nulle part où aller, et mon père, grâce à ses relations juridiques, pouvait me retrouver, me reprendre et aggraver les choses. J'ai donc choisi de continuer à m'adapter pour survivre en tant que créature qui s'épanouit dans un environnement hostile. J'ai développé une sensibilité extrême à l'humeur de mon père à travers les plus infimes signes. La façon dont il posait les clés, le rythme de ses pas dans l'escalier. Je savais quand l'éviter, quand faire le ménage à fond et quand la rare fenêtre de sécurité était ouverte. Cette vigilance constante était fatigante, mais nécessaire pour me sauver la vie. Ma mère devenait de plus en plus capricieuse. Certains jours, elle était presque gentille, me donnant à manger en plus, me faisant signe quand mon père était en colère. D'autres jours, elle me détestait comme une ennemie, scrutant mes moindres faits et gestes, son ton de voix comme si j'étais un imbécile agaçant. Je ne savais pas comment je la rencontrerais ce jour-là. En grandissant, l'espoir d'une amélioration, même minime, grandissait. À l'approche de mes 16 ans, j'aurais souhaité moins de pression, que mes parents reconnaissent ma maturité. Ce rêve naïf ne s'est pas réalisé. L'anniversaire s'est déroulé tranquillement, sans fête. Papa était en déplacement professionnel, maman était au lit, malade, avec un mal de tête que j'ai peu à peu compris être dû à sa consommation d'alcool en cachette. Olivia m'a offert des cupcakes allumés à la bougie dans la salle de bain, où le feu était interdit. Ce petit geste et cette amitié comptaient plus pour moi que la fête. Ce soir-là, écrivant dans mon journal, je me suis promis de survivre 2 ans de plus. Finir mes études, obtenir une bourse. Puis trouver un moyen de m'en sortir.
J'étais déterminée à ne laisser personne briser ma volonté. À 17 ans, la pression était à son comble. Examens nationaux, candidature à l'université, planification de mon avenir. Si mes amis étaient heureux, j'étais prise dans une guerre intérieure entre mon désir de liberté et l'imposition de mon père. Tu vas à l'université de Boston et à la faculté de droit de Suffolk, m'a annoncé mon père à table, comme un ordre. Il avait déjà parlé au directeur. Tu rentres à la maison pour tes études, ce qui te fera économiser sur les frais de résidence. Je me suis effondrée. Il n'y avait pas de New York, pas de journaux, pas d'issue. Papa, je veux étudier le journalisme. Le conseiller d'orientation dit que je suis douée, ai-je essayé de garder mon sang-froid. Le visage de mon père s'est assombri. Le journalisme est une impasse, pleine de propagande mensongère. Mon fils ne gaspillera pas son argent là-dedans. Tu as raison, a ajouté ma mère. Le journalisme, c'est pour ceux qui n'ont pas accès à des emplois pratiques. J'aurais dû arrêter, l'expérience m'avait appris que se disputer avec mon père était douloureux. Mais la colère monta. Je ne veux pas être avocat, je veux écrire et étudier à New York. Je cherche secrètement une bourse, ça ne te coûtera rien. Le silence était étouffant. Papa posa lentement ses baguettes, l'air de plus en plus alarmé. Monte, dit-il. On va te remettre sur pied. 3 heures plus tard, après que maman fut couchée, papa entra dans la chambre sans frapper, fermant la porte doucement, mais plus terrifiante que si elle avait été claquée. Les coups avaient laissé mes côtes meurtries et mes lèvres fendues. Il avait découvert la bourse que j'avais cachée dans mon bureau. Il n'y avait pas de pardon. J'ai appris que les rêves n'étaient que des luxes auxquels je n'avais pas droit. Le lendemain matin, ma mère vit le bleu, mais ne dit rien. J'ai mis mon nouveau correcteur juste avant l'école. Monsieur Davis, le conseiller d'orientation, le vit, mais ne posa pas beaucoup de questions. Un jour, il a murmuré. « Sophia, ça va ? » « Bien. » ai-je répondu. Je me suis trébuché le doigt. Il a ajouté. « Si tu as des problèmes, tu peux me le dire, je garderai le secret. » J'ai failli pleurer. J'aurais voulu lui dire, mais j'avais peur. Mon père était un avocat influent. Qui me croirait plus que lui? Et s'il le faisait, que se passerait-il ensuite? M'élever dans cette maison pendant des années ou me placer en famille d'accueil pendant quelques mois, puis retourner chez mes parents, encore plus méchants. Monsieur Davis, c'est le stress des études, ai-je dit. Il a hoché la tête. Ma porte est toujours ouverte. Avez-vous pensé à Northwestern? Le programme de journalisme est super, je pense que vous pourriez obtenir une bourse. Je savais que je ne serais pas autorisée à postuler. Trouver un emploi à temps partiel était un mince espoir. J'ai économisé de l'argent et je l'ai caché. J'allais postuler dans une librairie du coin. Mon père m'a fortement déconseillé, concentre-toi sur tes études. Les emplois mal payés te feront perdre toute volonté. Ma mère buvait de plus en plus, et je cherchais des bouteilles vides dans la poubelle, le jardin et le débarras. Elle était indifférente, parfois amicale, parfois cruelle, comme ma rivale. Un jour, ma prof de sport, Madame Ramirez, a vu un bleu alors que je me changeais. J'ai menti en disant être tombée en escaladant. Elle était méfiante, mais a cessé de me mettre la pression, se contentant de me surveiller de plus près. Mon amitié avec Olivia s'est étiolée. Mon père la soupçonnait d'en savoir trop et m'a interdit de venir à leur groupe d'études. Cette fille a une mauvaise influence, a-t-il dit. Ses parents sont divorcés et la famille est en plein désarroi. L'ironie tragique était que ma famille était la véritable famille brisée. Et puis, j'ai découvert un secret qui a changé mon destin. J'ai cherché une agrafeuse dans la chambre de mon père, où j'étais rarement autorisée à aller. Il y avait une note d'hôtel dans le tiroir. Papa avait dit qu'il allait à Chicago, mais la note était à Boston,
à moins de 20 minutes de là. La note était pour 2 personnes, avec service en chambre et champagne. Mon père avait une liaison. La nouvelle m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Ce n'était pas parce que j'étais émotionnellement investi dans ce mariage que je craignais que ma famille soit en difficulté, c'était parce que je détenais un secret dangereux entre mes mains. J'ai soigneusement remis la facture à sa place, le cœur battant la chamade. C'était une bombe à retardement. Si papa l'apprenait, je me retrouverais dans une situation inimaginable. J'ai tout noté dans mon journal intime, je l'ai caché dans un livre sans trou dans la bibliothèque et je l'ai refermé hermétiquement. Ce n'était pas une arme, c'était une assurance dans un monde où je n'avais aucun pouvoir. Je ne savais pas quand j'en aurais besoin, mais au moins j'avais le sentiment d'avoir un certain pouvoir entre mes mains. À l'approche de la terminale, la pression s'est alourdie. Papa a progressivement détruit mon plan d'évasion. Mais le journal s'épaississait encore chaque jour, enregistrant les blessures et les mots douloureux. Au fond, je ressentais autre chose, non pas de la peur, de la tristesse ou de la résignation, mais une colère féroce qui me tirait du désespoir. Le jour de la remise des diplômes devait être un triomphe. J'ai conservé ma moyenne générale de 4,0, j'ai été admise au cercle d'honneur et j'ai été reconnue pour mes écrits. La cérémonie s'est déroulée dans un flou artistique sous ma robe en polyester et un discours annonçant un avenir prometteur. J'ai reçu mon diplôme, les parents de mes amis me saluant de la main, tandis que mes parents étaient assis calmement au premier rang. Mon père regardait constamment la montre de ma mère, malgré ses talents de photographe, parvenant toujours à feindre un sourire. Ce soir-là, mon père a organisé une fête de remise des diplômes à la maison, non pas pour moi, mais pour se mettre en valeur. Famille, associés et voisins étaient invités à féliciter leur fille. La sœur de mon père, tante Judith, m'a serré dans ses bras. « Je suis si fière de toi, tu es la première de ta classe, comme papa. » Le frère cadet de ma mère, oncle Robert, m'a tendu une petite enveloppe pour mes études supérieures, me faisant un clin d'œil malicieux pour me dire que mon père avait déjà tout préparé. La table était soigneusement dressée, avec de la porcelaine et des verres en cristal étincelant sous les lumières. Maman a fait appel à un traiteur pour préserver sa réputation. J'ai joué le rôle de la fille obéissante et studieuse, l'enfant que les autres familles voulaient. Papa a félicité sa fille pour son admission à l'université de Boston en droit, héritant. Visage. J'essayais de le protéger, mais il était plus fort, la colère accumulée depuis si longtemps déborda. « J'apprendrai comme tu le souhaites », cria-t-il en me frappant à nouveau. Du sang dans la bouche, la tête qui tournait, j'essayais d'éviter la blessure. Mère se tenait à la porte, indifférente, riant sèchement comme si elle avait été ivre. Seuls les inutiles acceptent ça. Papa haleta, ajustant les poignets de sa chemise, comme s'il avait accompli sa mission. Tu apprendras à te taire, je te porterai à la salle de bain pour te laver. Demain matin, nous exécuterons le plan d'étudier à l'université de Boston. Toute rébellion cessera. Ils m'ont laissé allongé sur le sol de la cuisine, violacé de douleur. Je suis resté immobile pendant 1 heure, sentant le carrelage froid sur mon visage apaiser la douleur qui persistait partout. Finalement, je me suis traîné jusqu'à la salle de bain. Dans le miroir, mon visage était méconnaissable. Mon œil gauche était enflé, ma lèvre déchirée, ma mâchoire gravement désaxée. Ma bouche était douloureusement ouverte. J'étais certaine que ma mâchoire était cassée. Mes parents ne m'ont pas emmenée à l'hôpital. Ils pensaient que je me tairais. Qui aurait cru que la belle jeune femme Frank Thompson était une agresseuse? Qui aurait osé intervenir? J'ai rampé jusqu'à ma chambre, la douleur perçant mes nerfs. Je n'ai pas pleuré de douleur, les larmes ne pouvaient pas couler. Je restais allongé là, la nuit s'écoulant peu à peu, dans le délire de ma volonté initiale s'effondrant, je réalisais que je n'avais plus rien à perdre. La douleur atroce,
combiné à la mâchoire cassée, m'apporta une certaine clarté. J'étais battue, mais pas brisée. Je souris malgré la douleur. Ils pensaient avoir gagné, mais ils avaient tort. La fin cruelle commençait ici. Il me fallait survivre à cette nuit. 2 semaines plus tard, j'étais hébétée par la douleur. Ma mâchoire n'était pas encore guérie, et mon père disait encore que j'étais tombée dans l'escalier. Ma mère me donnait des analgésiques sans ordonnance, mais sans effet. Je passais mes journées à boire avec une paille, incapable de mâcher ou de parler fort. La douleur pénétrait profondément, me libérant l'esprit. Pendant ce temps, j'avais planifié méticuleusement. J'ai repris contact avec Olivia malgré la confiscation de mon téléphone et j'ai convaincu ma mère de m'emmener à la bibliothèque. Là, j'ai créé un nouvel email, demandant à Olivia de m'aider sans révéler de détails. Elle m'a répondu immédiatement, sans hésitation, avec un amour inconditionnel. Je prenais des notes tous les jours sur un vieil appareil photo, enregistrant les blessures qui se cicatrisaient. J'ai écrit un nouveau journal intime, plus détaillé, caché dans un cahier vierge. J'ai acheté un magnétophone, enregistrant les menaces de mon père et les commentaires encourageants de ma mère. En entendant mon père menacer, « Je vais te briser plus que la mâchoire », je me suis figée, réalisant le monstre avec lequel j'avais vécu toute ma vie. 3 semaines après l'obtention de mon diplôme, je suis allée voir Madame Harrison, ma professeure d'anglais d'été au centre communautaire. En me voyant, elle a été choquée de constater que mon visage était encore tuméfié. Je lui ai dit toute la vérité. Elle m'a pris la main, m'a dit qu'elle avait reconnu quelque chose dans mon écriture, mais qu'elle ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi grave. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ?» m'a-t-elle demandé. J'avais peur, ai-je avoué. Peur d'être abandonnée, peur que mon petit bonhomme de père n'aggrave la situation. Madame Harrison m'a aidé à rencontrer une avocate spécialisée dans l'aide aux victimes de violences conjugales, Madame Sarah Jenkins, qui avait échappé à un mariage violent. Elle m'a organisé une réunion secrète, a examiné les preuves et m'a expliqué les options qui s'offraient à moi depuis mes 18 ans. Elle m'a aidé à déposer une ordonnance restrictive d'urgence contre mon père dès ma sortie. Lorsque je lui ai parlé de mon père, elle a découvert qu'il faisait l'objet d'une enquête pour manquement à la déontologie, détournement de fonds de clients, conflit d'intérêts. Sa situation était d'autant plus dangereuse que son pouvoir s'affaiblissait. Grâce aux relations de Madame Harrison, j'ai été acceptée au programme de journalisme de l'Université de New York malgré un dépôt tardif de ma candidature, ainsi qu'une bourse pour étudiants défavorisés. Le doyen a déclaré que ma dissertation était l'un des documents les plus émouvants qu'ils aient jamais lus, et il voulait m'aider. Olivia m'a été d'un soutien indéfectible. Par l'intermédiaire de la bibliothèque, nous avons communiqué pour planifier notre évasion. Elle m'a envoyé mes affaires et a gardé le plan secret à la maison pour que je puisse me préparer. Je sortais mes affaires petit à petit à chaque fois que j'allais à la bibliothèque, les laissant sur une étagère vide, dans un coin sans caméra. À l'approche du départ, j'ai appris que mes parents organisaient une fête pour son anniversaire le 15 juillet, avec de nombreux invités. Cette convention était l'occasion idéale, mais mon père n'a pas osé attaquer, car il y avait trop de témoins. J'ai tout préparé, Madame Sarah a rempli les papiers et a attendu pour les déposer. Le sac de provisions était caché chez Olivia. Madame Harrison a demandé à une amie de m'emmener à New York plus tard. La veille, je n'ai pas pu dormir à cause de diverses nervosités. Je suis restée près de la fenêtre à regarder les rues se réveiller tôt. Dehors, tout était pareil. Mais à l'intérieur, un tremblement de terre était imminent. L'anniversaire de papa est arrivé, le temps était aussi beau que prévu. Maman a dirigé le personnel, a disposé les fleurs, a fait briller l'argenterie. Papa était occupé à travailler, acceptant toutes les critiques sur les détails, puis a fermé la porte. Les invités sont arrivés petit à petit. Partenaires de bureau,
belles épouses en robe de luxe, voisins tenant des vins de luxe, ils m'ont vu grandir sans voir une seule trace de bleu sur mon visage. Je portais la robe bleu clair choisie par ma mère, mes cheveux masquaient les traces de ma blessure. Je souriais, saluais au bon moment, jouant le rôle d'une bonne fille. Le dîner comportait plusieurs services, mon père s'exprimait avec adresse pour le client. Ma mère était plus sobre que d'habitude, riant aux plaisanteries des invités. Quand l'associé principal, Howard Fitzgerald, leva son verre pour porter un toast à mon père, je levai mon verre d'eau pour saluer le toast. Et s'il savait de l'intérieur? Mon père ouvrit son cadeau, ne s'attendant pas à ce que j'en ai un aussi. Je m'avançai lentement. « Papa, j'ai un cadeau pour toi », d'une voix posée. Papa sourit gêné en regardant le cadeau que je lui avais offert. Je demandai, « Tu veux le voir ?» Avant de refuser, je branchai la clé USB sur la télévision. L'écran me montra le visage couvert de bleu après la nuit de mon père. Tout le monde était stupéfait. Mon père se précipita vers l'écran, mais échoua lorsque je mis les images de la blessure. Il cria d'une voix forte. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Mais la voix effrayée s'est intensifiée. J'ai dit. Je crois que j'ai imaginé après m'être fait tabasser, car j'espère choisir un journaliste. La sonnetta retenti. J'ai ouvert, 2 policiers sont entrés. J'avais déjà fait un rapport. Ils vérifient et séparent les témoins. Ma mère s'est rendue lors de mon interrogatoire. Elle me critiquait ou craignait de ne pas intervenir. Mon père a tenté de menacer la relation juridique. La police a lu le mandat d'arrêt et l'a enchaîné devant les invités et les collègues. Le comble de la honte pour le froid d'avant. Il m'a lancé un dernier regard intimidant. Je vais le regretter. Ce n'est rien sans cette famille. Je me suis approché et j'ai répondu. Au contraire, je n'ai qu'un faux masque. Les invités sont partis en silence, choqués, la fête avait été oubliée. Ma mère a verrouillé la porte et brisé la vitre, ivre. Je suis resté dans la cuisine, soulagé, comme si le poids du fardeau avait disparu. Olivia m'a attendu devant la voiture et m'a emmené au refuge temporaire avant mon départ pour New York. J'ai traversé la pièce, celle de mon enfance, ne gardant que des preuves pour ma sécurité et des coquillages de Cape Cod, l'icône lumineuse au milieu de la nuit. Avant d'ouvrir la porte, je me suis retourné et j'ai murmuré. Adieu, la vieille, la nouvelle laissera le pouvoir de ne jamais céder. J'ai fermé la porte et me suis dirigé vers la voiture d'Olivia sans me retourner. 1 an plus tard, j'étais assise à une petite table dans un appartement de Brooklyn. Une pluie fine tombait par la fenêtre alors que je terminais l'article publié à l'école. La pièce étroite est différente de la chambre spacieuse de Boston, mais elle est la mienne, où se trouvent mes décisions et mes proches. Le chemin de la guérison n'est ni simple ni direct. Je me suis réveillé la nuit, me souvenant de la sensation d'étranglement, j'ai dû allumer la lumière. Les difficultés se sont précipitées lorsque les bruits et les mouvements inattendus de la rue m'ont fait paniquer. La thérapie psychologique m'aide à comprendre que la guérison ne passe pas par l'oubli ou le pardon, mais par la reprise de la vie. La violence modifie le cerveau, mais guérit aussi en le restructurant. Chaque fois que je décide pour moi-même, chaque fois que je m'aime, je ressens à nouveau le stress. Le club soutient les victimes de violences conjugales pour m'aider à me stabiliser. 2 fois par mois, je m'assois en cercle avec des personnes partageant des histoires similaires, partageant et s'encourageant mutuellement. La coordinatrice me le rappelle souvent. Nous ne sommes pas seuls, et non seulement nous avons des blessures, mais aussi de la force. Sarah, avocate et conseillère, m'a appris la nouvelle de mon père. Après avoir brisé le masque, tous les scandales ont été rapidement révélés. Des clients ont dénoncé des pertes financières, l'ancienne secrétaire a dénoncé le harcèlement au travail. Des dossiers médicaux ont prouvé des violences. Mon père a été condamné à 8 ans de prison pour coups, tromperie et menaces envers des témoins,
Une privation de liberté permanente a été prononcée. Ma mère a suivi le même chemin. Après l'arrestation de son père, elle est allée au centre de désintoxication pendant 90 jours. Elle a écrit une lettre, s'excusant et essayant d'expliquer son échec en tant que mère. J'ai reçu de nombreuses lettres, que j'ai retirées, sans être prête à répondre. La thérapie m'a appris que je n'étais pas obligée de me réconcilier, quel que soit le cycle. Un article a été publié dans le journal du début du printemps, sur les signes de violence familiale chez les adolescents, non pas en privé, mais inspiré. J'ai été invitée à semer des graines cognitives dans les lycées, partageant connaissances et ressources pour aider les personnes en souffrance. Xuan est venue, Madame Harrison m'a rendu visite à New York, m'annonçant qu'Olivia avait commencé l'université mais était loin de son ancien quartier. Assis autour d'un café à Washington Square Park, nous avons discuté de l'avenir, sans passé. J'ai un pouvoir extraordinaire, m'a-t-elle dit. J'ai humblement dit, fais juste ce qu'il faut pour survivre. Elle a répondu, c'est le pouvoir de faire ce qu'il faut, quelles que soient les difficultés. Monsieur Davis, un ancien conseiller pédagogique, m'a envoyé un courriel plein de regrets et de fierté que je me sois sauvée. Tu as un courage extraordinaire. Grâce à tes leçons, je change ma façon d'aider les élèves. À New York, j'ai noué une relation nouvelle et durable. Dans la salle, ohé, telle une sœur, c'est quand j'ai besoin d'intimité et quand je ne suis pas isolée. Ethan, camarade de classe de photographie, est progressivement devenu un amant. Tout s'est fait lentement, en respectant les limites, en partageant toute l'histoire après 6 mois de connaissance. Il m'a écouté sans jugement, sans pitié. Il m'a simplement dit « Merci de croire en moi ». Les indemnisations civiles et les bourses m'aident à stabiliser ma situation financière, à me concentrer sur mes études et à guérir. J'ai créé un petit fonds pour aider les jeunes à fuir la violence, appelé Next Chapter, soulignant que la survie n'est pas une fin en soi. Assis à mon bureau, la pluie s'étant arrêtée, j'ai tout repensé. La vraie douleur, les blessures profondes, les cicatrices visibles et invisibles. Mais j'y puise aussi ma force et mon intelligence, issue d'expériences amères, ma profonde compréhension de la cruauté humaine et ma résilience. Le véritable pouvoir ne consiste pas à contrôler les autres comme mon père, mais à retrouver la vie. Non pas à éteindre sa voix, mais à la trouver et à l'utiliser. Non pas à susciter la peur, mais à la surmonter. Mes mâchoires sont guéries, légèrement déformées par la dernière violence, mais maintenant je les utilise pour raconter des histoires pleines de sens, me battant pour ceux qui vivent encore la même situation que moi. J'ai publié l'article, ouvert la fenêtre pour accueillir l'odeur de la ville. Demain sera peut-être plus difficile, peut-être nouveau, peut-être la prochaine étape de la guérison. Mais pour la première fois de ma vie, je n'avais pas peur de l'avenir. Je sais que je suis capable de faire face. Avez-vous déjà reconstruit votre vie ou traversé des moments difficiles? Je veux entendre votre histoire. Si elle vous touche, soutenez-la et partagez-la pour aider les autres à savoir qu'ils ne sont pas seuls. Merci de votre écoute et de votre souvenir, le passé ne définit pas l'avenir.